Je crois que je dois me présenter. Alors, donc, je suis professeur émérite à l'Université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal de l'Université de Lille. Et je m'intéresse au Bitcoin et aux crypto-monnaies d'une manière générale et au blockchain depuis environ 6 ou 7 ans. Et je m'y suis intéressé parce que c'est quelque chose qui est lié à la cryptographie, qui est lié à la théorie de la complexité, à la théorie du calcul, et que j'ai été étonné qu'on puisse créer effectivement comme ça une monnaie qui soit indépendante de toute autorité centrale. Et j'ai voulu comprendre, et une fois que j'ai commencé à comprendre, ben, j'ai voulu aller plus loin et approfondir le sujet. Donc c'est une introduction aux monnaies cryptographiques et au blockchain. Donc voilà. Alors l'histoire commence bien avant 2008, mais je pense qu'il s'est quand même produit un événement tout à fait singulier qui est le véritable commencement de toute cette histoire. C'est le 31 octobre 2008, quand un certain Satoshi Nakamoto a déposé un document sur un site internet euh, qui s'appelait donc Bitcoin, un système de cash électronique en pair à pair. Ça décrivait effectivement une façon de créer un système de monnaie électronique comme je vais le décrire. Et ce système, il a été mis en marche quelques mois plus tard, le 3 janvier 2009. Donc, depuis ce temps-là, depuis cet instant-là, depuis le 3 janvier 2009, il y a un certain nombre de bitcoins qui sont créés régulièrement, toutes les 10 minutes. Au départ, il y en avait zéro, et qui sont attribués à certains utilisateurs du réseau, enfin de gens qui participent, qui se créent des comptes. Et depuis ce temps-là, il y a plus de 19 millions de bitcoins qui ont été créés, qui ont chacun une valeur assez effrayante, comme je vais le montrer tout à l'heure. Alors, donc le créateur, c'est Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est. Vraisemblablement, c'est une équipe de plusieurs informaticiens qui s'intéressaient au problème des monnaies numériques, qui se sont regroupés et qui ont créé ça, mais ils ont réussi à rester anonymes. Il y a sans doute des gens, bien évidemment eux-mêmes, mais d'autres qui connaissent l'identité des membres du collectif Satoshi Nakamoto. On pense que c'est un collectif, mais rien n'est public. Et quand on interroge des gens qui sont soupçonnés en faire partie, ils disent que non. Donc, alors, donc je vais commencer par donner le principe général de ce qu'est une blockchain. Et ensuite, je vais parler beaucoup du Bitcoin pour diverses raisons que je vais justifier au fur et à mesure que j'en parlerai. Alors d'abord, une blockchain, c'est un fichier qui est ouvert à tous. Alors, dans le cas du Bitcoin, après, il y a des variantes, etc., et qui est ineffaçable. Donc, on peut imaginer une sorte de grand livre qui serait au pied de l'obélisque à Paris, sur lequel chacun pourrait écrire, chacun pourrait lire ce qu'il y a d'écrit dessus. Et puis, quand il n'y a plus de pages, on rajoute une page et on écrit sur les nouvelles pages, mais on ne peut jamais enlever les anciennes pages. Et puis ce livre qui serait stocké là en bas de l'obélisque, il serait gardé par des militaires ou par je ne sais quoi, et personne ne pourrait le détruire. On pourrait simplement le consulter et, quand on a envie, écrire dessus. Une blockchain, en gros, c'est ça. Un grand livre impossible à effacer, où tout le monde peut écrire, que tout le monde peut lire. Chaque page est datée et elles sont liées les unes aux autres en une longue chaîne indestructible. C'est pour ça qu'on parle de blockchain. On pourrait traduire en français simplement par chaîne de pages. Ça serait plus élégant. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, on ne va pas mettre un livre au pied de l'obélisque. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un fichier informatique. Ce livre, ce fichier, ça va être un fichier numérique, évidemment. Et pour le rendre indestructible, on ne va pas faire appel à l'armée, d'abord parce que ça serait quelque chose de centralisé d'une certaine façon. Si c'était l'armée, ça serait sous l'autorité de quelqu'un. Ce grand fichier, il va être recopié à l'identique en une multitude de nœuds d'un réseau informatique de gens qui acceptent de participer et de contribuer au fonctionnement de ce réseau et qui se surveillent les uns les autres et qui détiennent chacun la même copie exacte du fichier, qu'on appelle donc la blockchain, la chaîne de pages. Voilà, c'est ça le principe, la réalisation actuelle informatique de cette idée de grand livre.
Alors, c'est un moyen pour partager et s'accorder sur des informations. Voilà, bon, alors j'ai écrit vrai là, en gros, mais les informations peuvent être fausses, mais voilà, tout le monde va être d'accord pour les insérer au moment où elles vont être insérées. Il y a un contrôle qui s'opère, qui est collectif. Il n'y a pas de tiers de confiance, ou plus tout le réseau est un tiers de confiance si on veut. Et la sécurité, elle est assurée par des moyens cryptographiques, je vais en parler un petit peu, et puis tout simplement par la redondance, le fait que le fichier soit repéré, soit recopié en une multitude d'endroits. C'est ce qui fait ce qui contribue à sa solidité. Chaque nœud contrôle chaque opération et enregistre les modifications, donc les ajouts de pages quand il y en a. Donc, ça crée une sorte de consensus, une sorte de confiance. Bon, après, on peut discuter de la nature de cette confiance, hein, c'est autre chose. Alors, soyons un petit peu plus précis. Euh, voyons un peu la définition un petit peu plus technique qu'on pourrait donner. C'est un fichier informatique qui est partagé. Alors, partagé, en fait, c'est plutôt multiplié sur un réseau pair à pair. Ce n'est pas un fichier, en fait, c'est un fichier qui est recopié et multiplié sur un réseau pair à pair. Je vais dire deux mots concernant les réseaux pair à pair tout de suite, qui est infalsifiable. Alors, il est infalsifiable parce qu'il est protégé par des primitives cryptographiques qui empêchent qu'on modifie des parties anciennes. Et puis surtout, il est infalsifiable et indestructible parce qu'il est multiplié. En fait, l'idée, elle est très simple, c'est l'idée de la redondance. Et ce fichier, il est composé de blocs qui sont successivement validés, datés et conservés par ordre chronologique. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit parce qu'il y a une multitude de façons de réaliser une telle blockchain. Et effectivement, d'ailleurs, il existe une multitude de façons et une multitude de blockchains différentes, fonctionnant en gros sur le principe que je viens de décrire, mais qui ont des caractéristiques différentes. Alors, d'abord, le fichier blockchain lui-même, donc le fichier informatique, il peut être effectivement ouvert en écriture à tous. Tout le monde peut écrire dessus. C'est le cas de la blockchain du Bitcoin. Ou il peut simplement être ouvert en lecture à tous. Tout le monde peut aller le lire, mais tout le monde ne peut pas écrire, il faut des droits spéciaux. Et puis, on peut imaginer évidemment des systèmes qui soient mixtes ou qui soient par exemple ouverts en lecture, mais pas ouverts en écriture, ou ouverts à certains participants particuliers qui ont des droits particuliers. Ensuite, il y a le problème de l'identité des utilisateurs. Alors, ce problème, il est absolument central. Et les gens qui ont créé le Bitcoin, ils tenaient à ce que l'identité soit éventuellement inconnue. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui est Nakamoto. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque à l'idée de blockchain. L'identité des utilisateurs peut être masquée, donc anonymat, une sorte d'anonymat, on parle de pseudonymat dans le cas du Bitcoin, parce qu'en fait, il y a quand même certaines informations sur l'identité de l'utilisateur, des informations indirectes qui persistent, où on peut imaginer des blockchains où chaque utilisateur doit déclarer son identité, pourquoi pas montrer des pièces d'identité, passer par un processus de validation, etc. Tout est permis concernant ce point-là. Ça ne fait pas partie du cœur de ce qu'est une blockchain, cet anonymat. Dans le cas du Bitcoin, il y a un anonymat complet. Et puis, il y a en fait deux types principaux de participants à un réseau de blockchain. Il y a ce qu'on va appeler les validateurs qui participent effectivement à la gestion du réseau, qui détiennent une copie de la blockchain et qui valident les pages nouvelles, donc qui participent à la validation des pages nouvelles. Cela pourrait ne pas être anonyme alors que les utilisateurs sont anonymes. Donc, et puis, les utilisateurs qui ne détiennent pas de blockchain, qui simplement, par exemple, vont détenir des comptes Bitcoin et posséder des Bitcoins, pourraient être anonymes. Ou on peut imaginer, donc, puisque toutes les combinaisons sont possibles, que ni les validateurs ni les utilisateurs simples ne soient anonymes. Ensuite, les données qui vont s'inscrire sur la blockchain, elles peuvent être chiffrées. Alors, on dit cryptées, mais les cryptologues n'aiment pas qu'on dise crypté, donc il faut dire chiffré si on veut apparaître comme sérieux. On peut chiffrer les données ou pas. Dans le cas du Bitcoin, les données ne sont pas chiffrées, c'est-à-dire que ce qui s'écrit sur la blockchain, ce sont des instructions qui correspondent à des manipulations
de comptes Bitcoin, mais elles sont écrites en clair. C'est le compte numéro tant envoie tant de Bitcoin au compte numéro tant. Et ça n'est pas chiffré, c'est lisible. Tout le monde peut comprendre ce type d'information. Ce qui d'ailleurs permet de suivre les contenus des comptes, et c'est pour ça qu'on ne parle pas d'anonymat complet, c'est parce qu'on peut suivre le contenu des comptes, même si on ne sait pas à qui appartient le compte. Alors, ensuite, il y a le réseau pair à pair. Un réseau pair à pair, c'est un réseau où les échanges se font sans qu'il y ait un nœud central qui détienne une autorité particulière. Et dans le cas des réseaux Bitcoin, le plus souvent, le réseau, il est complètement pair à pair dans le sens où chaque nœud est équivalent à chaque autre. Il peut y avoir... donc, tous les nœuds des validateurs sont équivalents. Les nœuds des utilisateurs, eux, sont effectivement non équivalents aux nœuds des validateurs, mais sinon, tous les nœuds des validateurs sont équivalents et il n'y en a aucun qui a une autorité sur les autres, a priori. Alors, dans le cas d'une blockchain, est-ce que tout le monde peut être un nœud validateur? Alors, dans le cas du Bitcoin, c'est oui, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est paramétrable, si on peut dire. Ça n'est pas le cas général. On peut imaginer des blockchains, alors parfois on parle de blockchain de consortium, où il y aura un certain nombre de nœuds validateurs qui auront été fixés une fois pour toutes, et on pourrait éventuellement modifier cette liste de nœuds validateurs, mais le processus sera complexe et tout le monde ne peut pas devenir nœud validateur. Donc là aussi, il y a un paramètre. Et puis après, il y a un autre problème sur lequel je vais revenir plus tard, c'est le problème de la validation de ce qu'on écrit sur les pages. Donc c'est le problème du consensus pour qu'une nouvelle page soit acceptée, comment ce consensus est déterminé. Et alors, il y a plusieurs méthodes. POW, là, ça veut dire Proof of Work, preuve de travail, donc c'est le procédé qui est utilisé pour la blockchain du Bitcoin, et je vais expliquer qu'il est quand même très discutable dans son principe, parce qu'il a des conséquences qui sont particulièrement négatives. Il y a la preuve d'enjeu, il y a la preuve d'enjeu déléguée, il y a des systèmes de timbres, il y a des systèmes de cycles, etc. Il y a plusieurs systèmes pour déterminer la façon dont le consensus va s'établir. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant. Je vais en venir aux monnaies cryptographiques. Je vais parler aujourd'hui essentiellement de ça parce que je ne peux pas, en 40 minutes, parler beaucoup d'autres choses. J'évoquerai un tout petit peu les autres choses. Donc, ce sont les monnaies cryptographiques qui sont en sorte la première application, le plus grand succès des blockchains aujourd'hui. Alors, c'est effrayant, mais il y a plus de 9000 monnaies cryptographiques qui ont été créées. Toutes n'ont pas la même importance que le Bitcoin. Bien souvent, les gens ne connaissent que le Bitcoin. Ce n'est pas totalement injustifié puisque c'est de loin la plus importante, comme je vais le montrer bientôt. Dans le cas d'une blockchain pour monnaie cryptographique, ce que contient la blockchain, c'est simplement des informations sur les comptes. Le compte numéro tant détient tant de Bitcoin, etc. Et quand une transaction est faite, quand un compte envoie une partie de son contenu sur un autre compte, à ce moment-là, cette transaction va être aussi inscrite sur la blockchain. Et dans le cas du Bitcoin, même si ça semble assez extravagant, toutes les transactions qui ont été faites depuis janvier 2009 sont encore présentes sur la blockchain. Et c'est en quelque sorte le traitement des informations de toutes ces nouvelles créations de Bitcoin qui ont été créées toutes les 10 minutes et de toutes les transactions qui permettent de déterminer l'état des comptes. Grâce à l'information de tous les bitcoins qui ont été créés et grâce à l'information de toutes les transactions qui ont eu lieu, on peut savoir quel compte détient combien, etc. Et c'est ce qui est important de comprendre, c'est la robustesse, la solidité du fichier Bitcoin, de ce cahier de compte, qui fait que les bitcoins existent en quelque sorte matériellement. Sinon, il n'existe d'aucune autre façon que sur ce réseau et sur ce fichier qui indique de manière indirecte quels sont les bitcoins qui sont détenus par quel compte. Et c'est parce que le fichier est indestructible, parce que le processus de validation de nouvelles pages il est rigoureux, parce que le protocole, d'une manière générale, a été bien conçu et qu'il est solide et qu'il n'a pas été attaqué depuis 2009, depuis la création des premiers bitcoins, qu'on a confiance et qu'un bitcoin peut valoir 60 000 $ aujourd'hui. C'est la solidité du fichier blockchain qui permet d'avoir confiance dans cette attribution
de tant de bitcoins sur tel compte, tant de bitcoins sur tel compte. Alors, très rapidement, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, un réseau informatique, il peut être centralisé, il y a une sorte de chef. Par exemple, quand vous faites des opérations sur votre compte bancaire, alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais si vous envoyez de l'argent de votre compte de Société Générale, par exemple, sur tel compte au Crédit Lyonnais, bon, vous allez valider l'information que vous voulez faire ce transfert d'argent. Le système central de la Société Générale va être d'accord, il va communiquer, alors c'est là où c'est pas tout à fait centralisé, mais enfin, avec le système informatique du Crédit Lyonnais, et puis il va créditer le compte de la personne à qui vous envoyez de l'argent. Donc votre compte va être débité, ça c'est plutôt la Société Générale qui va le faire, et puis le Crédit Lyonnais va créditer le compte où vous envoyez de l'argent. C'est centralisé, ça passe par un système central de banques qui communiquent entre elles. Dans le cas d'un réseau pair-à-pair, tous les nœuds ne sont pas reliés forcément les uns aux autres comme c'est dessiné ici, mais les nœuds sont potentiellement liés les uns aux autres, ils communiquent entre eux, ils s'échangent des informations, et cet échange d'informations permet à tous les nœuds de se mettre d'accord sur les nouvelles pages et sur le contenu et l'évolution du contenu du fichier blockchain. Et puis les petits ordinateurs que j'ai dessinés à côté, qui sont des petits ordinateurs portables, ça représente les utilisateurs qui ne sont pas des validateurs. Donc quand vous êtes un utilisateur non validateur, si vous envoyez une transaction, votre souhait de transférer des bitcoins que vous possédez sur un autre compte, cette transaction va être envoyée à un nœud validateur qui est proche de chez vous. Vous l'envoyez sur le réseau, c'est un nœud qui le reçoit. Une fois qu'il l'a reçu, il le communique aux autres, donc il circule partout. Et puis cette demande de transaction, cette transaction va être stockée par tous les nœuds validateurs qui vont, dans un premier temps, les garder en mémoire et qui, toutes les 10 minutes, l'un des nœuds va collecter un certain nombre de ces transactions qui ont été envoyées sur le réseau, va les regrouper en une page, va proposer, en fonction d'un protocole que je ne décris pas tout de suite complètement, cette page aux autres qui vont être d'accord, et tout le monde va être d'accord pour rajouter cet ensemble de transactions. Et donc la blockchain va se trouver validée, va se trouver complétée d'une page. Et du coup, votre transaction sera validée. Parce que tant qu'elle n'est pas rajoutée sur la blockchain du Bitcoin, cette transaction, d'une certaine façon, elle est potentielle, elle attend. Ce processus, si vous vous y prenez bien, si vous faites tout ce qu'il faut, ça va prendre un peu plus de l'ordre de 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, rarement plus. Et donc, en 10 minutes, votre transaction sera validée, que ce soit une transaction, par exemple, demandant le versement de votre argent que vous avez, disons ici en France, par exemple vers un compte qui est en Australie, ça prendra le même temps, 10 minutes, ça ne prendra pas plus. Alors, toutes les transactions sont publiques. Alors, je ne vais pas détailler cette page-là, mais il y a des sites comme par exemple blockexplorer.com, là, où vous pouvez voir toutes les transactions et toutes les pages qui sont ajoutées les unes après les autres, toutes les 10 minutes environ, et vous pouvez consulter et pourquoi pas avoir des informations. Donc, c'est public, tout est public. Alors, maintenant, je vais en venir à l'état de la situation aujourd'hui concernant les monnaies cryptographiques, parce que c'est quand même important de comprendre. Ici, j'ai mis les 10 principales, les 10 plus importantes. Alors, elles sont classées par ordre de capitalisation, c'est-à-dire chacune de ces blockchains de monnaie cryptographique a émis un certain nombre de jetons, un certain nombre d'unités. Donc, dans le cas du Bitcoin, ce sont des Bitcoins. Chaque unité a une certaine valeur, et donc il y a une sorte de capitalisation qui est la multiplication de la valeur par le nombre d'unités qui ont été émises. C'est donc la valeur qui a été émise aujourd'hui en Bitcoin. La valeur qui a été émise aujourd'hui en Bitcoin, elle est de 1098 milliards de dollars. Je parle en équivalent dollar, hein, c'est plus facile. C'est absolument énorme. Et c'est la numéro 1. La numéro 2, c'est la blockchain du réseau Ethereum, donc ce sont des Ethers, et il y a 242 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal non plus. Ensuite, il y en a d'autres, et il y en a une auquel je fais tout de suite référence, c'est le Tether que j'ai entouré, qui a moins
de contenu, donc il y a moins d'unités Tether qui sont en circulation, mais ça fait quand même 42 milliards. Et alors, ce Tether, il est très particulier parce qu'il fonctionne un petit peu différemment du Bitcoin. Dans le cas du Bitcoin, c'est en quelque sorte l'offre et la demande qui déterminent la valeur du Bitcoin. S'il y a beaucoup de gens qui en veulent et moins qui veulent en vendre, à ce moment-là, le cours du Bitcoin monte. Mais dans le cas du Tether, il y a un organisme qui émet les Tethers pour $1 et qui les rachète pour $1. À très peu de choses près, des petits frais qui sont associés. Et donc, du coup, le Tether, il vaut toujours $1. Donc, c'est une monnaie cryptographique qui fonctionne aussi sur un réseau, comme pair à pair, sur plusieurs réseaux en fait, de blockchain, mais qui vaut toujours $1. Et ça ne varie jamais, ou parfois ça vaut 1,01 ou 0,99 $ pour qu'il y ait des petites variations comme ça, mais qui sont insensibles. Alors, ce qui est remarquable, et c'est pour ça que j'insiste sur ce type de monnaie qu'on appelle des stablecoins, des monnaies stables, des jetons stables, c'est qu'en fait, ils sont d'une certaine façon plus utiles que le Bitcoin. Il y a beau y en avoir moins, ils sont plus utiles. Quand on regarde donc le volume de la transaction ces 24 dernières heures, en Bitcoin, il y a eu 62 milliards de transactions en équivalent dollar depuis 24 heures, alors qu'en Tether, il y en a eu 131. Donc, du point de vue de l'utilité, donc le fait que les gens s'échangent des unités de monnaie cryptographique, le Tether, il est plus utile. Alors, on peut discuter de savoir pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Alors, j'insiste pas trop sur les autres. Elles ont des caractéristiques qui sont souvent assez différentes les unes des autres. Ethereum, par exemple, c'est quand même très différent du Bitcoin. Ça permet de faire des choses que le Bitcoin ne permet pas de faire. Après, le XRP, c'est aussi très, très différent. Cardano, c'est encore autre chose. Elles ont toute une personnalité, des caractéristiques particulières que je ne peux pas détailler, évidemment, ici. Alors, ça, c'est quand même amusant. Puis, on parle beaucoup du Bitcoin en ce moment parce qu'il vient de se passer quelque chose depuis quelques mois. Alors, je vais rappeler un peu l'histoire, non pas en remontant au tout début, là, il me faudrait une demi-heure, mais depuis 2017, il s'est quand même passé des choses tout à fait extravagantes. Et ça peut vous faire réfléchir si vous voulez acheter des Bitcoins. Donc, en janvier 2017, le Bitcoin valait $1000. Et puis, année folle, 2017, l'année 2021 semble y ressembler un peu. En décembre 2017, le Bitcoin valait $20 000. Son cours avait été multiplié par 20. C'est absolument extraordinaire. Puis alors après, après ce sommet là, de décembre 2017, il est redescendu, alors de manière un peu irrégulière, hein, comme vous voyez, et au plus bas, c'était en décembre 2018, donc un an après, il valait plus que 3000. Donc ceux qui l'avaient acheté à 20 000, ils avaient quand même perdu plus des 3/4 de l'argent investi, puisqu'il valait plus que 3000. Et puis alors après, là, je dirais que ça a un peu oscillé de manière un peu irrégulière pendant plusieurs années. Et en septembre 2020, il valait 10 000, donc il était remonté très, très péniblement à 10 000, donc il valait la moitié de ce qu'il valait quand il avait atteint son sommet avant à 20 000. Et puis là, depuis le mois de septembre 2020, il est passé à 58 000, ce qui n'est pas représenté sur ce dessin-là, mais sur celui-ci. Donc, depuis quelques mois, le cours est passé de 10 000 à 60 000, c'est-à-dire il a été multiplié par 6. Alors, ça, c'est pour illustrer le fait que c'est vraiment un produit spéculatif. Alors, si vous êtes optimiste, vous pouvez en acheter tel qu'il vaut aujourd'hui, à la valeur qu'il a aujourd'hui de 58 000, en vous disant, oui, en 2017, son cours a été multiplié par 20, donc c'est pas fini. Mais si vous êtes plus méfiant, vous pouvez vous dire peut-être que le maximum du cours, c'est aujourd'hui les 58 000, et puis qu'il va reperdre les 3/4 de sa valeur dans les mois qui viennent. Moi, je ne fais aucun pari, aucun pronostic. À chacun de se débrouiller. C'est spéculatif. La valeur du Bitcoin est spéculative. Il n'y a aucun doute là-dessus. On pourra en parler peut-être dans les questions après. Ce qui est remarquable, c'est ce que montre ce dessin-là, c'est que le Bitcoin représente toujours quand même une très très forte partie de toute la capitalisation des monnaies cryptographiques. Donc, au début, évidemment, quand il était tout seul, il représentait 100%, puis après, ça a un peu baissé, 90%. À un moment donné, d'ailleurs, il a ce qu'on appelle sa dominance
est passé en dessous de 50%, c'est-à-dire que la valeur des bitcoins valait moins de 50% de la valeur de toutes les monnaies cryptographiques. Et puis, aujourd'hui, il en est à 55%, après être passé à 60% il n'y a pas très longtemps. Bon. Donc, il reste toujours le numéro 1, et à lui tout seul, il vaut plus que toutes les autres. C'est ça qu'il faut quand même retenir. Alors, j'ai recherché là, aujourd'hui un certain nombre de chiffres pour comparer ce que valent ces 1000 milliards de dollars du Bitcoin. Donc, c'est en milliards de dollars, hein, les unités là, sur ce transparent. Donc, aujourd'hui, c'est 1100 milliards à peu près, hein, c'est 1098, je crois. Milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable si on le compare aux autres monnaies qu'il y a sur Terre. Par exemple, si on compare au dollar, alors il y a plusieurs façons de mesurer combien il y a de dollars sur Terre. Il y a ce qu'on appelle le M0, le M1, le M2, etc. Enfin bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais enfin, le M0, c'est uniquement les billets, ce qui existe sous forme de billets, les fameux billets verts. Ce qui existe sous forme de billets verts, il y en a 1700 milliards aujourd'hui. Donc, des bitcoins, il y a un petit peu moins, mais pas tellement moins. Par contre, si on fait le total de toutes les crypto-monnaies, il y a 1900 milliards de crypto-monnaies aujourd'hui, 1900 milliards de dollars en équivalent dollar de crypto-monnaies, c'est plus que les dollars sous forme de billets. La valorisation d'Apple, vous le savez, c'est à peu près 2000 milliards de dollars. Le PIB de la France, 2700, la valorisation d'Amazon, 3000 milliards de dollars. Tout l'or qu'il y a sur Terre, sauf celui qui est dans les mines et qu'on n'a pas encore extrait, hein, tout l'or qui a été extrait sur Terre, on évalue qu'il vaut à peu près 8000 milliards de dollars. Donc le Bitcoin n'y est pas tout à fait, mais enfin, ça fait déjà un huitième, ce qui est quand même assez étonnant. Alors le M1 du dollar, ce n'est pas simplement les billets, c'est aussi tout ce qui est sur compte courant. Donc tout l'argent qui existe sur compte courant. Et puis pour l'euro, il y a une valeur qui est un peu inférieure, qui correspond aussi à quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu de ce que vaut aujourd'hui le Bitcoin, qui n'est pas du tout négligeable. Il faut bien le reconnaître. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une monnaie cryptographique par rapport à avoir une monnaie sous forme de billets ou même sous forme de compte bancaire, comme les dollars qui sont sur des comptes courants existent, ou les euros? Eh bien, en fait, c'est que c'est quand même un argent qui est plus fluide. C'est plus facile d'envoyer 1 million de dollars, enfin l'équivalent d'1 million de dollars en Australie en 10 minutes ou une demi-heure au maximum, si on s'y prend bien et qu'on manipule des dollars. En plus, on peut le faire de manière anonyme, ce qui n'est pas possible, sauf connaître des réseaux très très spéciaux et d'envoyer des sommes importantes d'un endroit à l'autre. Et plus important peut-être, c'est un argent qui est programmable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut développer un certain nombre d'applications qui vont manipuler automatiquement cet argent, qui vont pourquoi pas détenir cet argent, et ces programmes qui vont faire cette manipulation, qui vont rendre cette monnaie programmable, c'est des opérations qui peuvent être gérées aussi de manière décentralisée sur un réseau pair-à-pair. Et l'intérêt du réseau Ethereum, c'est justement ça. C'est ce qu'il permet de faire que le Bitcoin ne permet pas. Donc, il faut plutôt utiliser des Ethers si on veut faire ce genre de choses, ou d'autres monnaies cryptographiques qui sont un peu en dessous dans le classement, qui permettent de faire cette programmation. On parle de smart contract pour ce type de manipulation qu'on peut faire avec ces monnaies. Donc, il y a un certain intérêt dans de la fluidité et la façon qu'on a de pouvoir manipuler cet argent. Et c'est pour ça, je pense, que le Tether, qui lui a un cours garanti de 1 dollar, comme je le mentionnais, a beaucoup de succès, et les transactions qui sont faites chaque jour sont très importantes. C'est parce que justement, il a cette capacité de fluidité que n'a pas l'argent usuel en dollars, en euros, etc. Alors, le Bitcoin a mauvaise réputation, mais souvent ça vient de certaines confusions. Alors, et que je vais essayer de lever là en quelques minutes. Si vous détenez des bitcoins et que vous les gérez mal, que vous perdez les clés de vos comptes, vous allez pouvoir vous les faire voler sur votre ordinateur. Si votre ordinateur est mal protégé, qu'il est connecté au réseau,
Vous allez pouvoir vous faire voler la clé de vos comptes sur votre ordinateur et on va pouvoir vous voler vos bitcoins. On peut utiliser le Bitcoin pour faire du blanchiment, puisque à cause de l'anonymat, voire pour faire des ransomware, pour se faire payer des ransomware, ce qui est effectivement quelque chose d'assez épouvantable, c'est l'existence de ces ransomware. Et cette monnaie cryptographique anonyme qu'est le Bitcoin permet plus facilement de faire ça que les autres moyens qui existaient auparavant, ou les moyens concurrents. Donc tout ça, c'est effectivement du trafic, c'est effectivement des gens très, très peu recommandables qui font ce genre de manipulation. Mais il ne faut pas mélanger tout. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement même du réseau. Le réseau, depuis 2009, il fonctionne parfaitement bien. Personne n'a pu créer de Bitcoin qui n'était pas prévu par le protocole. Personne n'a pu truquer, manipuler la blockchain. Le système de gestion de cet argent, il est parfaitement maîtrisé et il n'a jamais failli depuis 2009. Maintenant, comme on peut utiliser de manière tout à fait malhonnête des liasses de billets en dollars ou en euros, on peut utiliser les bitcoins pour toutes sortes de mauvaises choses. Et quand on vole des bitcoins sur un compte qui est mal protégé, c'est la même chose que quand on vole une liasse de dollars que vous avez entre deux piles de draps, par exemple, chez vous, à l'occasion d'un cambriolage. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Le protocole fonctionne parfaitement bien. Maintenant, l'existence de cette monnaie cryptographique permet un certain nombre de manipulations qui ne sont pas forcément aussi faciles à faire, voire impossibles à faire avec les autres moyens, avec les autres types de monnaies. Donc, depuis 12 ans, le protocole Bitcoin fonctionne bien et d'autres crypto-monnaies plus récentes tiennent aussi très bien. Il y a une façon un petit peu de résumer ce qui se passe pour le Bitcoin, qui est, je pense, très, très profonde. C'est que l'Internet a permis la circulation d'informations en pair à pair, c'est-à-dire sans qu'il y ait forcément d'autorité centrale qui contrôle cette information. Alors, quand on pense à ce qui se passe en Chine, ce n'est pas tout à fait le cas. On peut, malgré tout, avoir un certain contrôle sur les réseaux et sur les informations qui circulent sur le réseau. Mais enfin, en général, cette information est assez mal contrôlée. Elle fonctionne, on va dire, cette circulation d'informations en pair à pair. Et quand on crée des blockchains qui permettent de manipuler des jetons, donc des bitcoins, des Ethers, etc., eh bien, d'une certaine façon, sans qu'il y ait d'autorité centrale, on arrive à faire circuler des objets qui ont de la valeur, auxquels on peut attribuer de la valeur. On peut leur attribuer de la valeur parce qu'ils sont non duplicables. Quand vous détenez un bitcoin, la façon dont vous l'avez acquis, c'est inscrit sur la blockchain. Personne ne peut manipuler la blockchain. Personne ne va pouvoir dupliquer ce bitcoin. Donc, les blockchains permettent la circulation de valeur en pair à pair. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire. C'est quelque chose qui complète les capacités qu'on peut tirer des réseaux informatiques tels qu'ils existent aujourd'hui. Alors, là, il y a un certain nombre de précisions sur le Bitcoin. Alors, je surveille l'heure. Ici, je vais essayer de m'arrêter à 45 pour qu'on puisse avoir des questions. Je ne vais pas réussir à dire tout ce que j'avais envie de dire, mais enfin... Donc, dans le cas du Bitcoin, les comptes sont anonymes, les nœuds validateurs sont anonymes, tout est anonyme. Il y aura 21 millions de bitcoins en tout. Il y en a 18,6 millions qui ont déjà été émis. Le principe, c'est que pendant les 4 premières années, il y avait 50 bitcoins qui étaient émis et attribués à un des nœuds validateurs toutes les 10 minutes environ. Après, au bout de 4 ans, cette somme de 50 a été divisée par 2. Ça a été 25 bitcoins toutes les 10 minutes. 4 ans après, c'était 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes. Et maintenant, c'est 6,25. Ça ne fait pas tout à fait le compte parce qu'en fait, c'est un petit peu moins de 4 ans. Voilà. Et donc, l'année dernière, il y a eu cette division par 2 de l'émission qui a fait qu'aujourd'hui, il y a 6,25 bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes. En 2140, il n'y aura plus d'émissions de nouveaux bitcoins parce qu'à force de diviser par 2, ça deviendra tellement petit que ça deviendra inférieur au 100 millionième de bitcoin qu'on appelle le Satoshi. Et à ce moment-là, on arrêtera d'émettre de nouveaux bitcoins et le nombre total de bitcoins qu'il y aura, ce sera 21 millions. Donc voilà pourquoi
Tout le monde peut être validateur, je l'ai déjà dit. Alors, les fonctions cryptographiques, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Donc, ce qui est important pour que le réseau Bitcoin fonctionne bien, c'est qu'un certain nombre de primitives cryptographiques soient sûres. Et donc, celles qui sont utilisées, elles sont assez sûres, mais elles ne sont pas peut-être totalement sûres. Donc là, il pourrait y avoir, ça ne s'est pas produit depuis 12 ans, mais il pourrait y avoir des problèmes qui naissent de ces fonctions cryptographiques. Il y a des fonctions de hachage. Donc, je ne vais pas en parler. Ce sont des fonctions qui permettent justement de lier les pages les unes aux autres et qui permettent aussi de faire fonctionner la preuve de travail qui est mentionnée en 4e point. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important. Il y a des systèmes de signature à double clé. Alors ça, c'est ce qui vous permet, quand vous détenez des bitcoins, de signer vos transactions et que tout le monde puisse voir que vous avez signé la transaction que vous avez envoyée sur le réseau sans que personne ne connaisse votre clé personnelle, votre clé privée, qui a permis de signer. Donc, en fait, tout le monde peut vérifier qu'une certaine information a été signée par celui qui détient une clé privée grâce à sa clé publique. Donc, ça permet de rendre les bitcoins que vous détenez sur votre compte, vos bitcoins à vous. Alors, il y a un système, et c'est là où on va commencer à parler un petit peu de l'électricité dépensée par le Bitcoin. Je vais avoir 3 minutes, ça va être un peu juste. Il y a un système d'incitation à surveiller la Bitcoin, parce que Satoshi Nakamoto, quand il a créé son réseau, il s'est dit, bah oui, mais s'il n'y a pas une incitation à ce que les gens mettre leur ordinateur à la disposition du réseau pour faire circuler les transactions et circuler les pages, et détenir la blockchain, personne ne va le faire. Donc, il y a une incitation. Cette incitation, c'est les nouveaux bitcoins qui sont émis. Donc, 50 dans un premier temps, 25, etc. Mais alors là, il s'est posé un problème et qui a été résolu par le point qui s'appelle preuve de travail. C'est le problème de à quel nœud du réseau attribuer ces bitcoins qui vont être créés toutes les 10 minutes et qui vont donner le droit au nœud validateur de créer lui-même la page et de la rajouter à la blockchain. Là, donc, il y a un protocole qui est utilisé par le Bitcoin qui s'appelle la preuve de travail et qui est basé sur l'idée suivante. C'est que toutes les 10 minutes, il va y avoir un concours de calcul qui va être lancé, qui va être créé, qui sera renouvelé toutes les 10 minutes, qui consiste à résoudre un certain problème qu'on peut qualifier de mathématique si on veut, mais c'est plutôt un problème informatique, où on va demander de trouver une solution à un certain problème. Et pour trouver cette solution, il faut disposer de moyens de calcul. Et en fait, il faut disposer d'un moyen de calcul qui est très précis, c'est la capacité à calculer la fonction de hachage SH256, là, qui est mentionnée juste au-dessus. Et plus vous avez cette capacité à calculer la fonction de hachage SH256, plus vous augmentez la probabilité que vous allez être le premier à résoudre le problème qui a été posé pour les 10 minutes courantes et que vous allez donc gagner les bitcoins émis 6,25 aujourd'hui toutes les 10 minutes. Donc, une fois que une fois que vous avez, réussi à résoudre le problème, il n'y aura pas de discussion entre les divers nœuds du réseau parce que vérifier que la solution que vous proposez est la bonne, ça c'est instantané. Trouver la solution au problème mathématique qui est posé toutes les minutes, c'est difficile. Par contre, vérifier que la solution que vous proposez est la bonne, ça c'est instantané. Donc tous les nœuds du réseau vont être d'accord pour dire, bah, c'est vous, c'est monsieur X enfin c'est le nœud X qui a effectivement résolu le problème. Donc c'est lui qui a le droit de rajouter une nouvelle page et c'est lui qui touche les 6,25 bitcoins. Alors, c'est une très bonne idée, ça marche très bien. Je ne discute pas sur le point je ne prends pas la peine d'expliquer pourquoi les autres solutions ne marchaient pas. Bon, ça serait un petit peu compliqué. Mais c'est ce qui a fait que le problème de calcul est né avec le Bitcoin. Donc, c'est ce qu'on appelle le minage. La dépense électrique qui est associée au réseau Bitcoin, tout le monde en a entendu parler, elle n'est absolument pas négligeable, je vais en parler un tout petit peu, elle est liée justement à ce concours de calcul. Parce qu'au fur et à mesure des années, depuis 12 ans que les gens s'intéressent au Bitcoin, que certains s'intéressent au Bitcoin, ils ont perfectionné les moyens de calcul de la fonction SHA-256 qui vous permet de gagner. Plus vous avez de moyens de calcul pour calculer la fonction SHA-256, plus vous avez de chances d'être celui qui va gagner les bitcoins créés toutes les 10 minutes. Donc, il y a une sorte de concours, de compétition entre tous les gens qui s'intéressaient à ça. Et ce concours, il a fait qu'on a
créer des puces spécialisées pour calculer le SHA 256 et on en crée sans arrêt de nouvelles qui sont de plus en plus performantes, avec une augmentation de performance qui est d'à peu près 50% tous les ans. Et cette compétition, ben, finalement, elle aboutit à ce que les puces en question, elles consomment de l'énergie et cumuler ces millions, ces centaines de millions de puces spécialisées qui aujourd'hui calculent du SHA 256, ils consomment une quantité d'énergie qui n'est pas négligeable. Alors, juste un chiffre. Les gens qui ont fait un petit peu de physique ou qui connaissent un peu qui se sont amenés à rencontrer des grands chiffres, ils vont être étonnés par ce chiffre. C'est que la fonction SHA 256, elle est assez compliquée à calculer. Pas trop compliquée, mais assez compliquée quand même. Eh bien, toutes les secondes, en ce moment, il y a environ 150 10 puissance 18, donc c'est milliards de calculs de SHA 256 qui sont faits. 10 puissance 18, c'est énorme. Et c'est 150, 10 puissance 18, calculs du SHA 256 qui sont faits. C'est ce qu'on appelle le hash rate du Bitcoin. Et donc, si on regarde comment il a évolué, par exemple, j'ai regardé ce qui s'est passé depuis 3 ans. Donc, le hash rate a été multiplié par 7. Il est passé de 22 10 puissance 18 à 150 10 puissance 18. La puissance des puces qui calculent le hash rate, elle augmente de 50% par an environ. Elle a été multipliée donc, pendant cette période de 3 ans par 3,4. Et donc, la consommation d'électricité par le réseau pour calculer ces SHA 256, elle a été multipliée par 2 en 3 ans. Et ça va se poursuivre. Donc, voilà le genre de machine qui calcule les SHA 256. Voilà le genre d'usine à Bitcoin, on parle parfois. Donc, ce sont des centaines, des milliers, et au total des millions de machines qui sont installées dans des hangars et qui calculent comme ça le SHA 256 pour être celui qui va se faire attribuer le Bitcoin. Je soupçonne cette photo d'être un peu truquée, mais enfin, peut-être pas. Et alors, je vais terminer là-dessus, parce que si je veux arrêter et laisser la place aux questions, il faut. Aujourd'hui, on évalue, alors c'est un ordre de grandeur, qui a 100 TWh par an, donc l'équivalent d'environ 10 réacteurs nucléaires, d'électricité qui sont dépensés par ces calculs de SHA 256 entre les nœuds validateurs qui se disputent les nouveaux bitcoins créés. C'est colossal, c'est absolument énorme. Et il y a des électriciens là, qui sont à l'écoute, qui se rendent compte à quel point c'est important. C'est un ordre de grandeur. Si on ne veut pas un ordre de grandeur, mais qu'on veut une valeur minimale, c'est 60. Ce n'est pas 100, c'est 60. Mais c'est vraiment une valeur minimale. Et puis j'arrive à la conclusion. Est-ce que c'est une révolution, les blockchains? Oui, j'ai expliqué pourquoi, parce que c'est ce qui permet de faire circuler de la valeur en pair à pair, et donc en particulier les monnaies cryptographiques. Donc dans le domaine monétaire, il n'y a pas de doute. Plus généralement pour l'échange d'objets de valeur, donc ça intéresse les gens qui font de la finance, on parle de finance décentralisée. Et puis, plus généralement encore, les bitcoins, c'est intéressant, même si on ne cherche pas à faire circuler de la valeur, pour partager des informations d'une manière sécurisée et infalsifiable. Donc, il n'y a pas de tiers de confiance, en tout cas dans la blockchain de type Bitcoin. C'est un système de tiers de confiance décentralisé. Et tu nous as expliqué que le tiers de confiance, ça reposait finalement sur cette preuve de travail. C'est ça qui motive quelque part les gens à faire le contrôle de la blockchain, à la faire vivre, parce qu'ils sont rémunérés avec des Bitcoins s'ils sont les premiers à résoudre la petite énigme. Tu as parlé donc de la preuve de travail qui était à la base de tout ça. S'il n'y a pas de preuve de travail, le système de la blockchain sans tiers de confiance ne marche pas. Tu as dit 100 TWh par an. Effectivement, c'est énorme. Pour donner un ordre de grandeur, on est dans l'ordre de 450-500 TWh si on prend la consommation France totale en électricité. Donc, c'est la consommation d'un petit pays. Est-ce qu'on peut envisager d'autres méthodes qu'une preuve de travail qui garderait la même robustesse en termes de la finalité, c'est-à-dire se passer d'un tiers de confiance? Alors, moi, je dis oui.
Alors, les gens qui défendent le Bitcoin, mais parfois ils défendent le Bitcoin tout simplement parce qu'ils en ont, vont vous expliquer que non. Mais moi, je dis oui, il existe un autre système qui est indiqué sur un transparent qui s'appelle la preuve d'enjeu, qui est non plus basé sur un concours de calcul, mais qui est basé sur un engagement en jetons. On engage un certain nombre de jetons, et puis parmi ceux qui ont engagé ces jetons, il y en a un qui va être choisi, disons, en proportion de la somme engagée. Et ce système-là ne dépense pas d'électricité. Et ce système, donc, qui s'appelle la preuve d'enjeu, il est utilisé, alors il y a des variantes, hein. Il est utilisé par un certain nombre de monnaies cryptographiques, comme par exemple Cardano, et Ethereum prévoit de passer à la preuve d'enjeu, c'est-à-dire d'abandonner la preuve de travail et de passer à la preuve d'enjeu. Et donc, moi, je dis oui, il y a une solution qui éviterait cette dépense absurde d'électricité. Alors maintenant, dans le cas du Bitcoin, il n'y aura pas de changement, je pense, parce que la gouvernance, c'est-à-dire on peut faire évoluer un peu le protocole Bitcoin, mais les gens qui ont ce pouvoir pour le faire évoluer, ce sont les gens qui justement détiennent la puissance de calcul, puisqu'il y a une sorte de vote qui peut se faire quand on veut changer un élément du protocole. Et on pourrait tout à fait imaginer en théorie que le Bitcoin renonce à la preuve de travail et passe à la preuve d'enjeu, mais c'est très peu probable. Alors, pour une raison qui est très simple à comprendre, c'est que les gens qui aujourd'hui détiennent des usines comme celle que j'ai montrée, si on passait à la preuve d'enjeu, toutes leurs usines, elles ne vaudraient plus rien du jour au lendemain. Donc, comme eux, grâce à ces usines, ils détiennent en quelque sorte une part de la gouvernance sur les évolutions possibles du Bitcoin, il n'y aura pas d'évolution possible du Bitcoin. Dans le cas d'Ethereum, d'ailleurs, il se passe quelque chose qui est assez étrange. Ça fait plus de 2 ans que le réseau Ethereum envisage de passer à la preuve d'enjeu, et il ne le fait pas. Et moi, je me pose la question, est-ce que s'il ne le fait pas, c'est justement parce qu'il y a une sorte de refus direct ou indirect de ceux qui ont des outils de minage pour le réseau Ethereum et qui font qu'ils ne veulent pas changer. Et donc, il y a une sorte de frein direct ou indirect. Donc, les blockchains qui ont commencé avec la preuve de travail, il se peut qu'elles soient prisonnières de la preuve de travail. Par contre, il en existe d'autres, comme Cardano, qui a beaucoup monté récemment, qui est basé sur un protocole qui est très rigoureux. Je pense que ces blockchains-là finiront par l'emporter à la longue. Mais ce que je dis, là, je n'engage que moi, ça n'engage que moi. Il y a beaucoup de gens qui défendent le Bitcoin et qui pensent que j'ai tort. Voilà, je précise. Avant de passer à la question d'après, juste une précision pour que tout le monde comprenne bien. On parle ici quand on parle de preuve de travail ou de preuve, enfin d'autres méthodes que tu as évoquées, c'est pour les blockchains qui n'ont pas de tiers de confiance au sens où il n'y a pas un organisme ou une entité qui joue le rôle de tiers de confiance. On entend beaucoup parler de blockchain par des consortiums de banques ou des choses comme ça. Là, ce problème se pose plus dans la mesure où ils sont eux-mêmes validateurs et on est sur un peu quelque chose de différent. Il faut peut-être le préciser. Non, alors, oui, pour moi, on ne peut pas parler de blockchain s'il y a vraiment un tiers de confiance. Alors, dans le cas, par exemple, de Tether, dont j'ai parlé, c'est la monnaie cryptographique, le stablecoin, où on peut échanger, chaque jeton vaut $1. Là, il y a un acteur particulier qui se propose d'être garant d'échanger chaque Tether émis par $1 dans un sens ou dans un autre, ce qui fait que le cours ne varie pas. Donc lui, c'est un acteur qui a un rôle particulier. Mais ça ne veut pas dire que la blockchain et que les comptes des Tethers sont sous son contrôle. La blockchain et donc les informations permettant de gérer les comptes du Tether ne sont pas sous le contrôle de cette entreprise qui gère les Tethers. Qui fait la contrepartie. Donc, dans le cas du Tether, il y a une sorte de décentralisation partielle. Et donc, il y a quand même quelque chose de décentralisé. On ne peut pas dire, à mon avis, on ne peut pas parler de blockchain s'il n'y a pas quelque chose de fondamental qui est décentralisé. Dans le cas du Tether, on peut parler, à mon avis, de monnaie cryptographique parce qu'il y a quelque chose qui est, et de blockchain parce qu'il y a quelque chose qui est décentralisé. C'est la façon dont sont gérés les comptes. Mais justement, c'est le problème qui se pose à propos des monnaies cryptographiques de banque centrale.
Donc aujourd'hui, la Chine a commencé à faire des expériences. Il y a toutes sortes de pays qui en parlent, y compris l'Europe, y compris la Grande-Bretagne. Cette monnaie cryptographique de banque centrale ou ces monnaies cryptographiques de banque centrale, si elles existent, à mon avis, il faut bien distinguer deux choses. Elles fonctionneront, à mon avis, toujours un petit peu comme le Tether, c'est-à-dire qu'il y aura un organisme qui décidera d'émettre des jetons qui pourront être donc des dollars numériques ou des euros numériques, et puis qui fera la contrepartie. Mais si on veut vraiment parler, et s'il s'agit vraiment de monnaie cryptographique de banque centrale, à ce moment-là, la gestion des informations sur les comptes se fera par le biais d'une blockchain qui ne sera pas détenue par la banque centrale. Sinon, ce n'est pas une blockchain, c'est un système centralisé, c'est l'équivalent de la Société Générale. Il peut y avoir des monnaies cryptographiques de banque centrale avec une sorte de contrepartie qui est assurée par la Banque centrale, donc la Banque européenne dans le cas de l'euro, mais le fonctionnement de la blockchain, le contrôle des comptes, l'anonymat serait possible pour la détention des comptes et la détention donc de ces euros numériques. Et donc, on pourrait parler de monnaie cryptographique, de banque centrale, mais tous ces paramètres, et en particulier le paramètre de l'anonymat, jusqu'à quel point l'anonymat serait autorisé, tout ça, ce sont des choses qui doivent être décidées, qui doivent être fixées, et tant qu'elles ne le sont pas, on ne peut pas être certain qu'il va s'agir de vraies monnaies cryptographiques. Il pourrait s'agir de monnaies un peu spéciales, mais qui ne soient pas du tout assimilables à des monnaies cryptographiques. Alors, j'enchaîne sur la question suivante. Toujours dans l'histoire de pas de tiers de confiance, tu as dit en gros, qu'en est-il réellement du risque de falsification qu'on a souvent évoqué, de falsification de la blockchain? C'est jamais arrivé, ça marche, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça ne va pas arriver, en tout cas, par exemple avec le Bitcoin, que les gens qui sont chargés de valider la blockchain se mettent d'accord, ou une majorité, pour dire finalement on fait autre chose et on part avec la caisse, quoi. Alors, quand j'ai dit que ça n'était jamais arrivé, en fait, j'ai un tout petit peu simplifié les choses parce qu'en 2010, il y a eu quelqu'un qui a réussi, en exploitant une sorte un problème de dépassement de capacité, à émettre des milliards, je ne sais plus combien c'est, de 92 milliards, je crois, de Bitcoin. Il a réussi à émettre et à s'attribuer, évidemment. Et puis, ça a été corrigé et ça a été annulé. Donc, il y a eu une sorte d'effacement, de retour sur le contenu de la blockchain on a pu rattraper le coup. Donc, en fait, les autres membres du réseau ont pu rattraper le coup. Ce qui est d'ailleurs rassurant en certains points, puisque ça veut dire que quand il y a des bugs qui sont trouvés et qu'on exploite pour créer 92 milliards de faux bitcoins, on peut corriger. Bon, donc c'est un peu rassurant. Mais ça a été donc vite arrangé. Maintenant, ça c'est pour le passé. Donc ça s'est produit, ça a été corrigé et ça ne s'est pas reproduit depuis. Pour le futur, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que d'abord, il y a quelque chose qui est bien connu de toutes les monnaies qui fonctionnent avec la preuve de travail, c'est ce qu'on appelle les attaques 51%. Et d'ailleurs, il y a certaines monnaies cryptographiques qui fonctionnent avec des preuves de travail qui ont subi ces attaques 51% et qui se sont écroulées ou qui ont été très, très sérieusement perturbées. Les attaques 51%, c'est lorsque un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs détient de plus de 50% de la puissance de calcul, donc de ces fameux calculs de SHA 256, à ce moment-là, il peut faire des opérations, il peut tenter de faire des opérations de double dépense, dépenser deux fois la même somme, etc. Il peut perturber le fonctionnement de la blockchain. Donc, il peut y avoir des trucages possibles. Et dans le cas du Bitcoin, il se produit quelque chose qui est quand même tout à fait inquiétant pour ceux qui en détiennent, c'est que 60% de la puissance de hachage du Bitcoin, elle est en Chine. Et la Chine est un grand pays démocratique qu'on connaît. On peut imaginer que le gouvernement chinois, il exerce son autorité sur toutes les usines de minage qu'il y a en Chine. Et donc, le gouvernement chinois, il détient ces plus de 50% qui permettent de perturber gravement le fonctionnement de la blockchain du Bitcoin. Donc, ce n'est pas excessif de dire que le Bitcoin, aujourd'hui, c'est une monnaie chinoise.
le gouvernement chinois aujourd'hui, il laisse faire les choses, parce que finalement, c'est une façon de faire rentrer des devises. Hein. Quand on se fait attribuer des bitcoins, ils ont une valeur internationale et donc on peut les transformer en toute monnaie qu'on veut. Mais il se trouve effectivement que 60% de la puissance de minage et donc de l'autorité sur les évolutions possibles du bitcoin sont détenus par des Chinois. Et donc, potentiellement, si le gouvernement chinois veut exercer son autorité, par le gouvernement chinois. À mon avis, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Par ailleurs, à propos des risques de falsification de la blockchain, on peut imaginer que quelqu'un réussisse à on dit inverser la fonction SHA 256. Les fonctions de hachage que j'ai évoquées, c'est des fonctions qui fonctionnent dans un sens, à sens unique, on dit. C'est-à-dire que si je vous donne un fichier, vous appliquez la fonction de hachage et ça vous donne une empreinte, ce qu'on appelle une empreinte associée à votre fichier. Mais si je vous donne une empreinte, vous êtes incapable de trouver un fichier qui aura cette empreinte. C'est ça le principe des fonctions de hachage, et c'est cette propriété des fonctions de hachage qui les rend utiles pour toutes sortes de choses, mais là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais si quelqu'un réussissait à inverser la fonction de hachage SHA 256, il pourrait commencer à faire des manipulations sur le réseau Bitcoin, et en particulier, il pourrait se faire attribuer tous les Bitcoins émis. Puisque à partir du moment où vous savez inverser la fonction de hachage, vous allez gagner à tous les coups. Vous n'aurez pas besoin d'avoir d'usine de minage pour gagner à tous les coups. Même chose pour les fonctions cryptographiques qui sont utilisées pour signer les signatures, les systèmes de signature qui sont utilisés pour faire les transactions. C'est des systèmes de signature qui sont numériques, qui sont considérés comme assez sûrs, mais il n'y a pas une garantie absolue et éternelle de la sûreté et de la solidité de ces procédures de signature. Et donc, si quelqu'un arrivait à casser ces procédures de signature, il pourrait lui aussi perturber et s'emparer de l'argent qu'il y a sur les comptes, les faire attribuer sur ses propres comptes, etc. Donc, le risque de falsification de la blockchain, il existe. 12 ans de fonctionnement sans aucune falsification grave, on peut dire, et non immédiatement corrigée, c'est quand même un beau succès. C'est ce qui fait qu'on a confiance dans le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, mais ce n'est pas quelque chose d'absolu, ce n'est pas quelque chose de garanti pour l'éternité. Alors, une question que j'essaie de reformuler, qui a été posée comme ça, mais en gros, qui décide que tout ce que tu nous racontes, ça marche comme ça? On parle de la rémunération en bitcoin des mineurs, la division par deux tous les X années, les 21 millions, etc. Est-ce que tu peux essayer de redire, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très simple, qui décide que ça marche comme ça? Et finalement, c'est implémenté dans l'algorithme qui fait tourner la blockchain, mais voilà, pourquoi ça marche comme ça et pas autrement? Comme il n'y a pas d'entité qui décide, est-ce que tu peux réexpliquer de qui ou comment on décide que ça marche comme ça? Non, mais tout à fait, c'est une très bonne question, c'est le problème de la gouvernance qu'on appelle. Alors, d'abord, les caractéristiques principales du Bitcoin, elles ont été décidées au départ. Les 21 millions, ça a été fixé au départ. Le fait que ça soit divisé par deux tous les 4 ans, l'émission de nouveaux Bitcoins toutes les 10 minutes, ça a été décidé au départ. Ensuite, ce protocole, il a été implémenté dans ce qu'on appelle un client du réseau. Bon, donc, ce client du réseau, il respecte ça. Alors, il est impossible de concevoir en informatique un système qui n'évolue pas, qui ne se corrige pas quand on découvre des bugs, etc. Donc, il y a effectivement la possibilité de faire évoluer ce client du réseau. Alors, quand il s'agit simplement de petites corrections, tout le monde est d'accord pour changer le client du réseau numéro X par le client du réseau numéro X plus 1, etc. Donc, le client du réseau, c'est un programme informatique, pour être clair. Oui, c'est un programme informatique. Hein. Si vous voulez être mineur demain, vous pouvez être mineur demain, vous téléchargerez la blockchain, vous téléchargerez le client du réseau et vous pourrez être un de ces validateurs du réseau Bitcoin. Je dis tout de suite que vous ne pourrez sans doute pas gagner de l'argent parce que pour pouvoir gagner de l'argent en minant, il faut pouvoir acheter l'électricité très peu cher, moins de 5 centimes le kilowattheure, et avec les bonnes machines en plus. Mais vous pouvez être un validateur qui ne cherche pas à gagner de l'argent, qui cherche juste à participer à la validation, à faire circuler les transactions, etc. Alors maintenant, concernant les modifications plus importantes du protocole, par exemple, les pages qui sont rajoutées, elles ont
1 méga chaque page qui sont rajoutés. Il a été discuté pendant très longtemps, mais ça a été pendant des mois et des mois, il y a eu des discussions, augmenter la taille des pages qu'on rajoute toutes les 10 minutes. Pourquoi? Parce que comme cette taille de page est limitée, ça induit une limitation dans le nombre de transactions qui peuvent être exécutées toutes les secondes en moyenne. Et en moyenne, le réseau Bitcoin ne peut pas exécuter plus de 10 transactions par seconde. Ce qui est très ennuyeux. Si on double la taille des pages, il pourra en exécuter 20 en moyenne, etc. Et donc, il y a des gens qui ont proposé d'augmenter la taille des pages. Mais ça, ce n'était pas dans le protocole initial. Donc, il y a eu des sortes de votes, de discussions, mais il n'y a pas eu d'accord. Et donc, ça n'a pas changé. Et donc, la taille des pages du réseau Bitcoin, aujourd'hui, elle est toujours la même. Et en gros, elle oblige, elle limite à 10 transactions par seconde, même pas. En fait, c'est un peu moins, c'est 7, on dit parfois, transactions par seconde. Donc voilà, quand il s'agit d'une modification importante, il faut qu'il y ait une sorte d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui tiennent à ce que le Bitcoin reste exactement ce qu'il est, parce que d'une certaine façon, la confiance qu'ont eu un certain nombre de gens et qu'ont un certain nombre de gens qui les achètent 60 000 dollars aujourd'hui, elle tient à cette stabilité-là. Et donc, tout ce qui est important dans le protocole initial du Bitcoin, vraisemblablement, ne changera pas. Moi, j'aime bien dire que l'histoire de la division par deux, donc tous les 4 ans, si les mineurs se mettaient d'accord entre eux, ils pourraient cesser de faire ça. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est totalement absurde, puisque les mineurs, en fait, ça les ennuie beaucoup qu'il y ait une division par deux, ce qu'on appelle le halving, tous les 4 ans, c'est que du coup, ils gagnent 2 fois moins. Quand on va avoir divisé les 6,25 bitcoins par 2, ils vont gagner 2 fois moins qu'ils gagnent aujourd'hui si le cours reste constant. Et donc, ils pourraient avoir intérêt, et c'est l'intérêt effectivement des mineurs, de faire cesser cette division par 2. Ce n'est pas du tout impossible. Aujourd'hui, il n'en est pas question, personne n'ose soulever le problème, mais dans l'absolu, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et que d'une certaine façon, je soupçonne pouvoir arriver un jour. Peut-être pas immédiatement, mais pourquoi pas. Alors, on va passer à d'autres questions en essayant d'être. Alors, les réponses sont très riches, hein, mais comme il y a encore une petite dizaine de questions et qu'on veut rester dans un délai de temps raisonnable. Bon, là, une question, en fait, comme je l'ai vu passer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la taille de la blockchain, dans la mesure où il y a des gens qui se sont posés la question de est-ce qu'elle ne va pas devenir gigantesque? Est-ce que ce n'est pas ça qui crée la saturation des serveurs, le gaspillage énergétique? Donc, redonner un ordre de grandeur sur la taille elle-même de la blockchain qui est pas. Je ne l'ai pas en tête, je crois que c'est de 100 gigaoctets, quelque chose comme ça. Mais je l'ai pas en tête, mais c'est quelque chose qui tient sur mon ordinateur. Voilà. Alors, comme justement la taille des pages est limitée à 1 méga, en fait, cette croissance de la taille de la blockchain, elle est linéaire. Et donc, elle n'explose pas du tout. Une des raisons qui était évoquée par ceux qui ne voulaient pas qu'on augmente la taille des pages, c'était ça. Ils ne voulaient pas que la taille de la blockchain augmente trop rapidement. Mais là, tel que c'est aujourd'hui, je pense que les progrès qu'il y a sur les capacités d'enregistrement de nos machines, de stockage de nos machines, font que la blockchain du Bitcoin, elle peut tenir indéfiniment. Elle a une croissance linéaire. Bon, c'est tout à fait gérable à partir du moment où on n'augmente pas la taille des pages. Donc, voilà. la blockchain ne va pas devenir gigantesque. Elle est grosse. Par exemple, on n'aurait pas pu faire ça il y a 20 ans, parce qu'il y a trop d'informations correspondant à toutes les transactions qui ont eu lieu depuis 2009 sur la blockchain. On n'aurait pas pu faire ça, envisager de faire ça il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, avec les capacités de mémorisation qu'on a, et du fait que la taille des pages est bornée, il n'y a pas de saturation. Alors oui, c'est la question que tu évoquais, et ce n'est pas ça qui dépense de l'énergie. Oui. Stocker la blockchain, faire des échanges sur le réseau pour faire circuler les transactions et faire circuler les pages, ça dépense un petit peu d'énergie, mais c'est rien du tout à côté de ce que dépensent les gens pour résoudre le problème qui est posé toutes les 10 minutes. Donc, c'est là où la preuve de travail est absurde. C'est qu'en fait, le réseau, il dépense rien à côté de ce que dépense le protocole de preuve de travail. Alors,
il y avait après deux questions que j'ai mis ensemble. Redire un peu, tu l'as dit quand même, comment crée-t-on des bitcoins? Bon, ça, tu l'as redit, tu l'as dit pour le redire, mais finalement, un simple particulier, puis comment moi je puisse avoir, je peux avoir des bitcoins, voilà, et quand ça me Oui, sert. alors, oui, j'ai pas évoqué le problème de ceux qui veulent en acheter pour. Alors, il y a deux façons de détenir des bitcoins, enfin, au moins deux. Une première façon, c'est de se créer un porte-monnaie. Donc, vous allez, vous cherchez wallet Bitcoin sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de monnaies, de porte-monnaies qui vous permettent de détenir des bitcoins directement sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et une fois que vous avez créé ce porte-monnaie, on peut vous envoyer des bitcoins. Donc, par exemple, si vous avez un ami qui en a, ben, je sais pas, vous lui vendez un livre ou une voiture et il vous envoie des bitcoins. Et de cette façon-là, vous détiendrez de manière anonyme des bitcoins. Et après, vous pourrez les dépenser à ce que vous voulez. Donc, ça, c'est une première façon d'acquérir des bitcoins, c'est de se les faire envoyer à quelqu'un à qui éventuellement vous donnez de l'argent, vous donnez une liasse de billets en euros et il vous envoie des bitcoins en échange. Voilà, c'est pas très commode parce qu'il faut connaître des gens qui ont des bitcoins et qui acceptent de vous les envoyer. Moi, les premières parcelles de bitcoin que j'ai eues, je les ai eues comme ça. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, je ne spécule pas du tout sur le bitcoin. J'en ai un minimum, parce que pour savoir comment ça marche, j'en ai eu un minimum, mais je ne spécule pas du tout et je n'attends pas que le cours du bitcoin monte pour devenir riche. Je ne deviendrai pas riche comme ça. Donc, je le précise bien, je suis tout à fait indépendant vis-à-vis de ce problème et je trouve un petit peu effrayant de voir tous ces gens qui défendent le bitcoin parce qu'ils en ont. Moi, je ne défends pas le bitcoin. Et alors oui, la deuxième façon de détenir des bitcoins, c'est d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange. Donc il y en a en France, il y en a aux États-Unis, je sais pas, je cite au hasard, mais je ne fais pas de publicité, Kraken par exemple, il y en a d'autres. Et à ce moment-là, quand vous avez ouvert à ce compte, vous allez envoyer, par exemple, des euros sur ce compte, et puis à ce moment-là, bah, vous pourrez donner des ordres d'acheter des bitcoins ou des Ethers avec cet argent à un certain cours donné, que vous donnerez votre accord, comme vous gérez un compte d'action dans une banque. Vous dites, avec l'argent que j'ai déposé, utilisez-en la moitié pour m'acheter des bitcoins à tel cours, et puis à ce moment-là, vous les aurez. Mais c'est la plateforme d'échange qui les garde. Donc, vous n'avez pas à gérer un compte particulier sur votre ordinateur, etc., où vous pourriez vous faire voler vos clés, etc. C'est la plateforme qui garde les bitcoins, les Ethers, etc. Et vous pouvez traiter ces diverses monnaies cryptographiques exactement comme quelqu'un qui gère un portefeuille d'actions traite ces actions sans les détenir personnellement et sans avoir le risque de se les faire voler, puisque c'est la plateforme qui normalement assume ce risque. Donc voilà, ça c'est la deuxième façon. Mais si la plateforme respecte les règles du jeu et les règles qu'imposent les États, en particulier en France, elle doit vous demander votre identité. Donc vous ne les détiendrez pas de manière anonyme. C'est ça la différence. La première méthode, vous pouvez garder l'anonymat. Avec la seconde méthode, vous ne pouvez pas garder l'anonymat, sauf si vous trouvez des plateformes un peu suspectes ou pas très honnêtes qui ne font pas vraiment cette recueil de l'information précise de l'identité de ceux qui ouvrent des comptes. Ça existe, hein, bien sûr. Alors, je passe à et puis l'autre manière de gagner des bitcoins, c'est de miner soi-même. Mais comme tu as dit, c'est un peu compliqué. Il faut avoir des moyens assez phénoménaux. En France, c'est pas. Vous Alors, allez dépenser plus d'argent en électricité que vous n'allez gagner de bitcoin. Même au cours d'aujourd'hui, où les choses sont devenues un peu plus faciles puisque le cours a beaucoup monté. Donc, mais bon. Et de toute façon, ça ne restera pas comme ça. Alors, c'est des questions qui sont parfois, tu les as déjà évoquées, hein, il y a des questions qui se recoupent, mais peut-être redire comment est statuée la valeur du Bitcoin par rapport au dollar ou à l'euro. Et puis, une question qui était posée, mais tu peux le redire, ce qui trouble souvent les gens, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent matériel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est très abstrait. C'est exactement comme un tableau de maître. Si chaque dollar ou comme une pièce de collection, comme un timbre, un timbre rare, ça a la valeur que les gens veulent bien lui attribuer. C'est la rencontre de l'offre et la demande. Et d'ailleurs, quand vous faites des achats sur une plateforme d'échange, vous fixez
le cours auquel vous êtes prêt à l'acheter, comme quand vous achetez une action. Vous fixez le cours, je ne veux pas l'acheter plus de temps, je suis prêt à l'acheter jusqu'à quel prix. Et la valeur du Bitcoin est fixée comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a monté depuis 6 mois, que sa valeur a été multipliée par 6? C'est parce que beaucoup de gens ont voulu en acheter, et que peu ont voulu en vendre, et que ceux qui ont voulu en acheter ont été prêts à aller payer le double de ce que ça valait il y a 6 mois, puis ensuite 3 fois plus que ce que ça valait il y a 6 mois, et jusqu'à 6 fois plus que ce que ça valait il y a 6 mois. Et puis si tout d'un coup, ceux qui en ont acquis perdent confiance et puis se mettent à les vendre, bah, ça baissera, comme on l'a vu en 2017, où c'est passé de 20 000 à 4 000, je crois, à peu près. La valeur que le Bitcoin a aujourd'hui, elle peut très bien chuter brusquement d'un jour à l'autre. Alors, des questions qui sont liées un petit peu à ce qu'on vient d'évoquer. On a eu cette question, mais bon, comme elle est récurrente et qu'on parle de la blockchain, certains évoquent une pyramide de Ponzi. Je pense que tu n'as pas mal expliqué en quoi c'était pas ça, mais tu veux peut-être en redire un mot. Dire d'abord ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi. Alors, une pyramide de Ponzi, c'est quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui vous promet une rémunération, par exemple, de 15% par mois, et puis qui, effectivement, va vous donner 15% par mois si vous retirez votre argent au bout de 6 mois, parce qu'il y aura eu de nouveaux clients qui auront accepté de déposer de l'argent sur lui, et il va payer ceux qui retirent l'argent avec ceux qui en déposent. Et puis à un moment donné, ça s'effondre parce que, évidemment, lui n'obtient pas une rémunération de 15% par mois avec l'argent qu'il a, et donc il ne peut payer les 15% qu'il donne à ceux qui se retirent de sa pyramide qu'en utilisant l'argent nouveau qu'on dépose chez lui. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le Bitcoin soit une pyramide de Ponzi. Non, le Bitcoin, c'est plutôt comme le marché de l'art, comme le marché des timbres rares. Voilà, on attribue de la valeur à cet objet parce qu'il est impossible à dupliquer, en fait. Ce qui explique sa valeur, c'est que d'une certaine façon, un Bitcoin, tant que la blockchain fonctionne bien, on ne peut pas le dupliquer, on ne peut pas en faire deux. Et donc, il y en a un certain nombre qui ont été émis, ils sont à certains endroits bien précis, c'est-à-dire attribués à certains détenteurs de clés secrètes pour les comptes, et personne ne peut toucher à ça, et donc ça crée une sorte de solidité. Ils existent comme des pièces de monnaie existent sur le réseau grâce à la solidité des différents fichiers blockchain qui sont multipliés et qui ne peuvent pas être falsifiés. Quel est l'intérêt de créer une blockchain? Et si tu pouvais redire les usages, parce qu'on risque de garder l'idée que finalement la blockchain, c'est un truc vachement bien pour spéculer si on est au bon moment quand ça passe de 1 000 euros à 50 000 euros, mais il y a d'autres applications, d'autres usages, d'autres intérêts. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Oui, alors l'intérêt de créer une blockchain, c'est donc de créer l'intérêt qu'il y a à créer un système qui va être aux mains de personnes, enfin, ou qui va être collectivement aux mains de tous les validateurs, mais sans que l'un ait une autorité particulière sur la blockchain. Alors, je vais donner un exemple très concret. Par exemple, les blockchains sont utilisés pour faire du traçage d'objets et de produits. Et par exemple, il y a un grand projet blockchain qui consiste à suivre des conteneurs qui sont sur les bateaux et qui sont chargés, déchargés, etc. Alors, pourquoi ça a un intérêt de faire une blockchain dans un cas comme ça? Parce que c'est le cas générique de l'intérêt d'une blockchain, c'est qu'il y a plusieurs acteurs indépendants. Donc, dans le cas des conteneurs, ça va être les ports, ça va être aussi peut-être les autorités politiques qui imposent des taxes, qui mettent en place des barrières aux frontières, et puis les compagnies qui déplacent les conteneurs, ceux qui mettent des choses dans les conteneurs. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont indépendants les uns des autres, qui ne veulent pas être dépendants d'un acteur principal qui serait, par exemple, je ne sais pas quelle autorité qui gérerait toutes ces informations concernant les déplacements des conteneurs. Et donc, ils ne veulent pas qu'il y ait une autorité centrale qui gère tout ça, ils veulent que ce soit en quelque sorte collectif. Et donc, plusieurs de ces grands acteurs
donc des compagnies de bateaux, de ports. Les ports peuvent être indépendants des autres. Le port d'Amsterdam, il n'a rien... de Rotterdam plutôt. il n'a rien à voir avec le port du Havre, etc. Tous ces acteurs ont intérêt à utiliser un système de blockchain. C'est-à-dire qu'ils vont gérer des informations qui les intéressent tous. À quelle date a été chargé tel truc, à quelle date est parti tel bateau, etc. Ils ont intérêt à pouvoir gérer une masse importante d'informations collectivement sans qu'aucun de ces acteurs n'ait une autorité supérieure aux autres sur ces informations qui sont gérées. Et ça, c'est le cadre général où on a intérêt à créer une blockchain. C'est partager des informations dont on veut qu'aucun acteur ne soit le détenteur et le principal ayant autorité sur ces informations, pour en cacher, pour les manipuler, etc. Alors, dans le cas des monnaies cryptographiques, c'est bien clair. Personne ne veut que Monsieur X puisse créer tout d'un coup de nouveaux jetons et ses attributs à lui. Mais dans le cas simplement d'informations concernant donc les produits qui se déplacent ou des bateaux ou des conteneurs qui se déplacent, c'est intéressant de mettre en place une blockchain. Il y a eu beaucoup de gens intéressés, beaucoup de gens qui sont restés... même si je crois que c'est le webinaire le plus long qu'on ait fait depuis le début, parce qu'il y avait eu effectivement énormément de questions. Ouais, ça a intéressé beaucoup de gens et je pense qu'effectivement, ça mériterait des écrits qui donneraient une audience encore plus large. Excusez-moi, si quelqu'un va sur mon site, il va trouver des tas d'articles que j'ai pu écrire, etc., qui vont répéter ou donner plus de précision sur tout ce que j'ai dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.